Bonjour à tous, je m'appelle Judy Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres, plateforme destinée à promouvoir la culture littéraire. Nous recevons donc sur notre chaîne les auteurs de tous horizons disposés à partager leurs œuvres avec nous. Aujourd'hui, nous recevons donc Monsieur Vincent Robin Gaziti. Monsieur Robin Gaziti, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Nous sommes très ravis. Nous avons le plaisir de vous recevoir et encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Enfermé à Libreville, 7 jours en Chine-Afrique. Nous sommes bien curieux de savoir ce qui se passe là-dedans. 7 jours en Chine-Afrique, Monsieur Robin Gaziti. Si vous pouvez nous donner un bref résumé de ce dont vous parlez là-dedans. Alors, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui, suite à un séjour au Gabon, en fait, où je travaillais pour une entreprise chinoise. Et du coup, c'était une position assez originale qui m'a permis de découvrir un petit peu les relations entre les Chinois et les Gabonais et de découvrir un autre pan, en fait, de la culture gabonaise et des relations gabanaises, puisqu'en tant que Français, on a souvent des relations qui sont autres, en fait. Et du coup, cette période, ça m'a permis de découvrir le Gabon et la Chine autrement. Et donc, j'ai voulu en parler dans ce roman. D'accord, super. Alors, elle est belle la couverture. On a été attiré par ce beau masque. On se dit, est-ce que ce masque a une signification? Pourquoi vous l'avez choisi et mettre sur le livre? Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire le récit que vous faites dans le livre? Alors complètement, enfermé à Libreville, l'idée c'était un peu d'avoir un peu comme le titre, c'est un peu une poupée russe parce que moi en tant qu'auteur, j'étais enfermé à Libreville parce que dans le sens où dans une entreprise chinoise, on a des conditions de travail un peu particulières et j'avais pas forcément la liberté que je pourrais avoir dans d'autres conditions et du coup même si c'était une expérience très agréable, mais j'avais l'impression d'être un peu enfermé à Libreville et de pas pouvoir sortir et découvrir le pays, donc c'était un peu mon impression. Ensuite, les personnages du roman sont un peu tous eux-mêmes enfermés à Libreville, donc on croise des ministres, on croise des ouvriers, on croise des jeunes. Chacun dans son petit monde, quoi. C'est ça? Chacun dans son petit monde et qui du coup est un peu agrippé à Libreville et qui ne peut pas s'en sortir. Donc voilà un peu pourquoi ce titre et voilà de quoi je parle. Après l'idée c'était aussi j'avais envie de faire un peu un ethnopolar, de faire un polar qui se passait en Afrique et de parler de ces relations entre de ce personnage du chinois qui finalement en fait est devenu un personnage emblématique en Afrique en fait qui fait partie aujourd'hui du paysage en tout cas au Gabon mais je pense dans de nombreux pays d'Afrique qui fait partie du paysage social en fait et c'est un personnage qui est inévitable finalement. Oui, super. Et ça a un nom, le masque a un nom? Alors c'est un masque Ngil. J'ai beaucoup d'affection pour les masques gabonais qui sont vraiment une forme d'art qui me plaît particulièrement. Et le masque qui est sur la couverture, c'est un Ngil, donc c'est un masque de justice. J'aime beaucoup ce masque. Alors déjà esthétiquement, je le trouve très intéressant. Mais en plus, il s'implante, il est assez intéressant dans son implantation historique puisqu'il a été interdit par l'administration coloniale parce que la justice était l'administration coloniale qui devait l'administrer et pas les locaux avec leurs traditions. Et donc il a disparu pendant un moment de la circulation et on l'a vu réapparaître un peu plus tard, ce masque Ngil, avec la forme d'un képi et une petite moustache. Donc on voit que la tradition du masque intègre aussi l'histoire et intègre aussi l'histoire coloniale. Oui, parce que bon, un képi, tout ça, c'est pas vraiment, ça fait pas partie des sociétés traditionnelles africaines. C'est un peu l'influence de la colonisation, je crois, non? Oui, bien sûr. C'est pas évident quand on voit le nouveau masque Ngil, mais on voit quand même qu'il y a une caricature du colon blanc et c'est assez rigolo. C'est vraiment c'est un masque que j'aime beaucoup en fait, qui porte beaucoup d'histoire, qui est esthétiquement intéressant et voilà.
Mhm. Ben super. Ben ça tombe bien si ça représente si ça symbolise la justice parce que vous avez été au Gabon, donc en lisant le livre, on voit un petit peu tous les problèmes qu'il y a, les maux de la société gabonaise, tout passe, la corruption, une partie de la population qui sombre dans une misère que pas possible. Et de l'autre côté, on a des personnes, des nantis, en général des politico-affairistes. Tout ce qui se brasse, on peut pas dire, parce que quand on dit l'Afrique, c'est la misère en Afrique. C'est ça. On pense vraiment qu'il n'y a rien, rien n'y s'y passe, mais en fait, la misère est localisée, c'est juste une minime partie de la population, en fait, qui gère toutes les richesses. Mmh. C'est un peu une société à deux vitesses, mais malheureusement, c'est pas l'apanage du Gabon et je pense que c'est un peu partout comme ça. Là, en ce moment, je suis aux Philippines pour mon travail. Enfin, et effectivement, c'est aussi une société à deux vitesses et je crois malheureusement qu'on va de plus en plus vers ce type de système-là. À mon grand regret, Mmh, mmh. mais voilà. Et effectivement, après, j'ai essayé de décrire ce que je voyais en essayant de prendre un petit peu des pincettes. Après, ça reste un roman. Hein. Je ne prétends pas avoir Mmh. d'écrire une réalité où j'avais beaucoup d'appréhension en fait parce que c'est pas facile d'écrire sur un pays déjà qu'on aime et en Il faut plus pas qu'on parler de politique en général, hein, dans des pays comme ça, c'est ça. voilà. Et puis surtout quand on apprécie un pays, forcément, quand on écrit, on a envie de transmettre des impressions, donc on grossit un peu les choses et l'atmosphère se veut un peu sombre parce que c'est l'atmosphère d'un polar aussi. Donc Ouais, ouais. De toute façon, vous avez cette faculté dans vos descriptions, il y a l'humour, il y a l'ironie, alors on ne peut qu'être moi, je me suis vraiment beaucoup marrée dans la façon dont vous décrivez les choses, tout ça. Le personnage, vous avez un personnage, voilà, ma question c'est quel est votre personnage préféré dans votre roman? je les aime bien tous parce que je me suis pour justement pas trop trahir, ils sont tous plus ou moins inspirés d'amis ou de fréquentation. Moi, j'aime le petit Camara, j'aime beaucoup ce personnage de petit Malien qui est parce que du coup en fait c'était quelqu'un qui travaillait chez nous et j'aimais beaucoup imaginer. On ne pouvait pas communiquer en fait parce qu'il parlait que bambara et assez peu français, mais et du coup j'ai pas pris beaucoup de plaisir à imaginer sa vie et d'où il venait et comment il pouvait voir cette espèce d'entreprise chinoise complètement étrange dans son quotidien et comment il pouvait imaginer les gens avec qui il vivait en fait. Alors, ne pouvons pas communiquer avec vous parce que les Bambara, c'est Mali. En général, ils parlent Oui, français. oui, oui. Mais comment communiquait-il avec les Chinois alors, puisqu'ils travaillaient pour Euh, la compagnie chinoise? Bah, beaucoup avec des gestes en fait et avec un espèce de pidgin de français. Il parlait bien sûr un petit peu français donc mais au même niveau que les Chinois donc après sur des choses pratico-pratiques, on arrive toujours à se faire comprendre avec des gestes. Après mais pour expliquer plus profondément d'où il venait et qu'avait été sa vie au Mali et comment il était arrivé ici, je pense c'était pas des choses dont on pouvait parler. On n'avait pas les moyens linguistiques. Oui. Parlons justement de Monsieur Camara, on en revient au même problème vous savez, comme vous le dites dans votre livre, la mer Noire, parce que on voit pourquoi vous l'appelez la mer Noire, en fait. On voit tous les corps qu'elle avale, quoi, pour ces personnes qui essaient de traverser l'Atlantique, ou tu vois, et puis se retrouvent complètement bouffées par manger, avalées par la mer. C'est Mmh. assez tragique parce que ça, c'est quelque chose aussi, c'est un sujet dont il faut parler. Si ça peut toucher les gens, on en parle tout le temps en disant aux gens d'arrêter de prendre des risques comme ça. Bon, c'est facile à dire, c'est vrai. Et ça touche partout, hein. C'est aussi bien en allant dans d'autres pays africains, en allant en France. On arrive à voir ceux qui arrivent, ceux qui ont réussi à faire la traversée. Mais on sait qu'il y a beaucoup qui perdent leur vie, que les parents ne le retrouvent même plus. Et j'ai découvert quelque chose aussi, c'est que les Gabonais appellent, je ne sais pas si c'est tous les personnes de l'Afrique de l'Ouest et tous les Yoros,
Les Yoros. Les Yoros. Alors, c'était un collègue, en fait, qui les appelait, qui disait tout le temps, ah, les Yoros. Et du coup, j'ai extrapolé, en fait, mais ça m'a beaucoup intéressé, en fait. Je suis un grand fan de Amadou Kourouma aussi, et de littérature africaine en général. Mais j'ai un des premiers romans qui m'a vraiment marqué dans la littérature africaine, c'est Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouma, où le personnage principal présente en fait comment il va écrire avec son dictionnaire de français d'Afrique. Et je me suis amusé à faire en fait la démarche inverse et à moi aussi à écrire mon roman avec mon dictionnaire de français d'Afrique pour pouvoir donner une. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à entendre Ouais. la manière dont le français est revitalisé en Afrique et j'ai voulu que chaque personne et des traits du français d'Afrique de son pays. Donc les personnes qui sont du Ouais. Congo utilisent des expressions que j'avais mon dictionnaire du français Parfait. d'Afrique avec le français du Congo, le Chaque français du pays Mali, le africain, français du tout Gabon, à fait. et essayer voilà et essayer de colorer. Mhm. C'était un des buts du roman, de vraiment montrer cette richesse du français et comment il se colore dans chaque terre qu'il traverse. Mhm. C'est super parce que vous répondez à la question suivante, justement. Parce que la question Ah, je suis suivante, c'était désolé. comment avez-vous appris le langage local? C'était ça la question suivante. Parce que, alors, J'aurais aimé l'apprendre, j'aurais aimé l'apprendre plus, en fait. il y a toute une panoplie déjà. Alors, j'en ai appris moi. Je les ai notés. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, les liamba. Liamba. Page 34. Liamba, qu'est-ce que c'est? Je me suis posé la Alors, question. Liamba. le Nyamba, il me semble que Il y a, c'est un joint. Ah, c'est une cigarette de hashish, je pense. Et du coup, ouais, du c'est ça. langage de Tolibangando. Par, c'est ça. Utilisé par les Bagandos, notamment Janvier. Euh, Moi, je Voilà. dirais le personnage pour lequel j'ai été assez sensibilisée, c'est Janvier. Janvier, pour moi, c'est le personnage dans le livre qui m'a le plus capté. L'exode rural, Janvier quitte son village pour aller en ville, dans l'espoir de trouver une meilleure vie, de trouver. Mais quand il arrive, ceux qui sont sur place déjà dans la ville n'arrivent même pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on voit les mapanes. Vous parlez des Hmm. mapanes, voilà, on va te... Alors, il dit qu'il s'ennuie dans le village parce qu'il n'y a rien à faire. Il vient en ville, mais à quoi il se livre en ville? Ce qui m'a un petit peu fait rigoler, c'est que bon, il est reparti au village faire un bain traditionnel, vous savez, le bain. Mais le bain, en Oui. fait, comme on dit en langage parlé, c'est pour laver le corps. Il allait faire le bain pour laver le corps, hein, c'est Hmm. une purification, en fait. C'est ça dans Exactement. du Gabon, une purification. Mais franchement, si c'est une purification, il vient en ville pour se faire utiliser par ces hommes de pouvoir qui sont prêts à tout, utilisent ces jeunes garçons et ils se retrouvent dans des crimes rituels. C'est, c'est vrai que c'est assez. Je me suis dit, mais il allait se purifier, aller faire un bain traditionnel dans son village. Il se retrouve en ville et c'est ce qu'il trouve à faire. L'argent facile. C'est comme quoi c'est vraiment votre roman est vraiment très, c'est un miroir. C'est vraiment les réalités, quoi. C'est vraiment ce qui se passe. Je lis beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, on voit plein de choses passer sur Internet. De toute façon, ce phénomène de crime rituel, dans le cas de votre personnage, monsieur, non, qu'on accuse, parce que bon, c'est ça, hein, vous savez, les enquêtes, vous avez été sur place. Avez-vous entendu qu'on a fait des enquêtes pour vraiment dire que c'est vrai, tel est à l'origine des crimes rituels? Ou c'est toujours Il, des il y a, comme ça? Il y avait des enquêtes en cours pendant que j'étais au Gabon. Donc oui, enfin c'était présent. Il y a quand même des associations de victimes. Donc on sait qu'on parle pas de quelque chose qui est
on parle d'un phénomène d'importance, c'est un phénomène qui existe, c'est indéniable. Et en fait, j'ai pensé à ce personnage de Janvier un jour où j'étais au commissariat enfin pour une affaire liée à mon travail. Et, euh, et je me souviens d'avoir vu un policier qui avait été très rude avec une bande de jeunes qui avaient été enfermés, et on m'avait expliqué par la suite ils avaient été attrapés avec des organes, et qu'on les soupçonnait d'avoir en tout cas récolté, comme on dit, les pièces détachées pour un crime rituel. Donc je les ai vus de mes yeux vus, ces personnages, en fait, très rapidement, hein. Je dis pas que j'étais témoin d'une scène, mais du coup, quand on est dans un commissariat et qu'on voit un groupe de jeunes qui est emmené par des policiers, et on vous dit, bon, bah voilà, on les a attrapés, mais on les soupçonne d'avoir perpétré un crime rituel, on saisit la réalité de la chose. Effectivement, c'était des jeunes, et on voit bien que c'est des jeunes qui n'ont pas d'argent et qui ont fait ça pour quelqu'un d'autre, et que la personne qui a commandité sera probablement pas inquiétée. Et que eux, par contre, jeu des paupières. Du coup, c'est sûr, c'est un phénomène réel, ça c'est sûr. C'est un phénomène réel. J'ai vu des témoignages de familles qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qu'on retrouve, il y en a qu'on retrouve pas. Ceux qu'on retrouve démembrés, on retrouve. Donc c'est sûr, c'est vraiment un phénomène réel. C'est qui est, c'est vraiment choquant parce que ça continue, quoi. Et ces personnes, on se demande en fait si c'est d'ailleurs pas fait exprès d'asservir la population, notamment les jeunes qui n'ont aucun rêve finalement parce qu'ils voient que tout leur est fermé, donc ils ne se projettent pas dans un avenir meilleur. Alors, le fait marquant pour vous dans votre récit, vous avez un fait marquant quand vous repensez à votre récit? alors, dans le récit lui-même, en fait, j'ai essayé d'être assez proche, de mélanger mon expérience et un petit peu, et aussi un peu de lecture de chercheurs. En fait, il y a une personne qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle Julien Bonhomme. Je sais pas si qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé au Gabon, notamment sur le Bouti, et il avait travaillé sur le vol de sexe. En fait, c'est lui qui m'a lancé sur cette. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment comme je vous l'ai dit, je veux pas trahir un pays qui m'a accueilli, et donc d'être au plus près en mélangeant de l'expérience et en mélangeant un peu de lecture un petit peu scientifique, et d'arriver comme ça à créer une réalité qui reste une réalité romanesque, mais que Mais alors, cette histoire de voleur de sexe, d'où l'idée vous est venue, c'est un phénomène réel, en fait. Ça a été étudié par beaucoup d'ethnologues, et en fait, il y a cette rumeur des voleurs de sexe qui se propage, et ça, c'est principalement en Afrique francophone, mais aussi au Nigeria. Et c'est assez impressionnant parce que c'est un phénomène sociologique qui commence. Alors, souvent vers le Nigeria, et la rumeur se propage, et on voit que le phénomène se propage, et que dans toutes les grandes villes, on voit apparaître à des périodes assez resserrées ces accusations tout d'un coup d'une personne qui aurait volé un sexe, et qui est finalement très intéressant parce que ça en dit beaucoup sur l'urbanisation, ça en dit beaucoup sur l'immigration, et sur un phénomène social. Ça peut paraître un phénomène anodin comme ça, mais en fait, il en dit beaucoup, à mon avis, sur la façon dont les mutations du monde moderne sont digérées par les grandes villes africaines. Et j'ai trouvé ce phénomène-là très intéressant. Et c'est assez rigolo parce que il me semble que la même année où j'ai sorti mon livre, il y a un écrivain gabonais qui s'appelle Gianni Sotieni, je sais pas qui a sorti aussi un livre des voleurs, qui s'appelait Les voleurs de sexe. Donc, j'étais un peu euh, c'est un peu gênant, on se dit, alors c'est lui qui a copié, mais c'est simplement que les idées circulent, et que quand les idées sont dans l'air, elles sont dans l'air. Et j'aime beaucoup le travail de Gianni Sozzeni, qui a vraiment des romans, des polars gabonais, qui sont vraiment oui. très 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 intéressants et très bien montés. Grand C'est monsieur. vrai que voleur de sexe, je l'ai découvert dans votre roman, et c'est après que j'ai vu le roman de ce Janice.
Alors, pour revenir donc aux expressions gabonaises, vu qu'on est enfermé à Libreville, il y a on va encore faire comment? On va encore faire comment? Oui. Oui, ça dénote en fait une sorte de fatalité, une impuissance Exactement. face à tout ce qui se Exactement. passe. Dès que quelqu'un se plaint, oh, on va encore faire comment? C'est vraiment, c'est ça. On Mm. n'a pas de solution. On supporte. Alors, Oui. parmi les expressions quand même, avant de finir, hein, j'en ai appris certaines que j'ai bien notées. Le topo. Le topo, c'est les caillasses. Les caillasses. Vous voyez ce que c'est? Oui. Oui, C'est bien marrant. sûr, l'argent, mais C'est l'argent, oui. Alors, oui. les caillasses, j'ai dit caillasses. Je vois le contexte, après, j'ai dit d'accord, c'est l'argent, l'argent. Alors, les manjangos. Les villageois, donc oui. Les méchants, les méchants, mais l'expression c'est les Mandjango de villageois, il me semble que Les villageois, les voilà, Bigos, les manjangos, les, c'est, voilà, les villageois, quoi. Alors, les bangandos, c'est ceux qui vivent dans les mapanes. les bandits en fait. Et c'est très intéressant aussi. Il y a eu pas mal d'études. Il y a la préface du livre est faite par Auguste Mussirou-Mouyama, qui est un linguiste gabonais émérite, vraiment un très bon auteur, très prolifique. Et je le remercie encore d'avoir fait la préface. Et il a dirigé des recherches sur le Tolibangando, en fait, dans son département de linguistique. Il a eu quelques disciples qui ont travaillé sur ce Tolibangando. Mais justement, je voulais vous demander quelle est la différence entre les bangando et les tolibangando. Le Tolibangando, c'est le langage, en fait. Le Bangando, c'est la personne, Ah, c'est le bruit, en fait. c'est la personne qui est Le bangando et Tolibangando, le tolibangando, c'est ouais. le langage des bangando. Tolibangando, c'est la langue des jeunes, en fait. Ah, d'accord. Ok. Donc, la communauté chinoise, elle vit reclus, presque en autarcie. Alors, c'est assez difficile de caractériser la communauté chinoise. Alors, c'est énormément de gens et situations différentes et aussi ils évoluent énormément. Donc, vous avez à peine eu le temps de les catégoriser qui sont déjà plus comme vous pensez qu'ils étaient. Et ils sont assez, je sais pas, je dirais solidaires, mais je pense qu'en fait, on a tous un petit peu tendance, quand on est à l'étranger, de se regrouper. Donc, comme ils sont plus nombreux, c'est peut-être plus visible pour la communauté chinoise que pour une communauté qui serait moins importante. Et puis bon, il y a parfois la barrière de la langue, etc., quoi. Mais ça dépend. Il y a vraiment beaucoup de situations. Il y a des gens qui viennent. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, donc c'est des gens qui viennent pour travailler et qui vont partir après. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ouvrent des boutiques, qui travaillent dans les quartiers, qui sont vraiment intégrés à la vie locale. Les Chinois ont cette force qu'ils sont partout. Donc moi, je les ai vus à Libreville, mais on peut aller à Makokou, on peut aller partout. Ils travaillent beaucoup, ils ont la puissance financière aussi. Donc, Oui. on va dans Alors, je séparais vraiment les entreprises et les individus, en fait, parce il y a deux types de migrations de Chinois en Afrique. Il y a les migrations liées aux grandes entreprises et aux grands travaux. Et il y a des migrations d'individus ou de familles, et du coup, qui sont très intéressants aussi, qui n'ont pas forcément cette puissance financière et vraiment qui partent et qui osent et qui vont s'implanter dans un pays et puis enfin, ils sont intéressants à connaître, vraiment. Écoutez, la question bonus de l'émission, c'est, on a remarqué que les gens lisent de moins en moins. Est-ce que vous avez une proposition, vous avez des conseils à donner aux gens, motivés à plus lire? Vous leur dites, c'est important d'avoir un livre, rien que le contact, c'est super. Simplement que l'avantage de la lecture et surtout de l'écriture dans le sens où c'est le temps, parce qu'un roman, ça prend du temps à écrire, ça prend du temps à éditer, et bah, ça permet une réflexion. Et je pense qu'un des gros travers de notre société, c'est d'être tout le temps dans la réaction et dans l'opinion et de se dire, bah voilà, je vois sur mon Facebook une information, je réagis tout de suite.
Et l'avantage qu'offre un livre, c'est qu'il a été, il a été maturé, il a pris du temps. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il propose, mais on n'est pas, avec le livre, on n'est pas dans les réactions. On a le temps de réfléchir, on a le temps de fouiller un sujet, on a le temps de se poser des questions. Et je pense que ça, c'est vraiment très important dans notre société de plus être simplement dans la réaction immédiate et de prendre le temps de réfléchir et de se poser des questions. Et ça, la lecture le permet, et est un média qui le permet plus que d'autres. Super. Ben écoutez, moi je me suis bien régalée, hein. C'est encore un grand, grand merci à vous de nous embarquer dans cette aventure librevilloise, hein, gabonaise. J'ai découvert, ben, grâce à vous, une panoplie de argot. C'est le argot gabonais, hein. La tchaf, tout ça que je ne connaissais pas. Et puis le récit est touchant, très enrichissant. Les personnages rendent bien compte de la vérité intérieure des êtres, quoi. On en tire une forte expression de vérité, de toute façon. Parce que vous avez réussi à faire vivre vos personnages, Monsieur Janvier, Monsieur Don, Monsieur Camara. Vous avez réussi à tous les faire vivre. Alors, à tous, c'est un bon roman que l'on vous conseille. La lecture se fait très rapidement, c'est agréable, vous avez vu, ça passe vite, et l'histoire est tellement intéressante que on ne s'ennuie pas. On rigole beaucoup. En plus, Monsieur Robin a un humour, mais à revendre, à revendre. Voilà, donc Enfermé à Libreville, 7 jours en Chine-Afrique, voilà, de Monsieur Vincent Robin Gaziti. Voilà. Monsieur Robin Gaziti, vous avez une dernière chose à nous dire? Je voudrais déjà vous remercier pour votre invitation et puis pour votre lecture attentive et j'espère, enfin je suis vraiment content que vous que vous ayez pu apprendre des choses sur que voilà, si ça peut parler et si ça fait plaisir aux Gabonais avec qui j'ai passé vraiment des très bonnes années lors de mon séjour là-bas, c'est que j'ai réussi. Bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, Enfermé à Libreville, 7 jours en Chine-Afrique. Voilà. Nous vous remercions, Monsieur Robin Gaziti, et nous espérons vous revoir très bientôt pour parler de votre deuxième roman. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien écouté, nous avons parlé de ce roman Enfermé à Libreville. Alors, les sujets sensibles qui apparaissent, c'est quoi? Il y a l'exode rural, les jeunes qui quittent les villages pour aller en ville, pensant trouver fortune ou vivre une meilleure vie. Mais souvent non, hein, ils les chantent après, comme le cas de Janvier qui se retrouve après embarqué dans des crimes rituels. On a aussi le cas de M. Camara qui part de son pays, dépense plein d'argent et se fait revenir. Il n'est d'ailleurs pas le seul, c'est que beaucoup de ces personnes décident de partir de leur pays, aller chercher fortune ailleurs, en s'embarquant, en passant par la mer, en prenant des chaloupes qui ne sont même pas sûres, et beaucoup d'entre eux n'arrivent même pas à destination. Bon, dans le cas du livre, M. Camara, heureusement pour lui, est arrivé à destination, mais tout le monde, on sait, le sujet effectivement qui alimente les médias, ce sont ces jeunes qui partent, et puis beaucoup restent dans l'Atlantique. On parle de mer Noire, maintenant c'est plus la mer Bleue, c'est la mer Noire parce qu'elle avale tellement de corps de tous ces jeunes qui partent à la recherche d'une vie meilleure après avoir payé beaucoup d'argent aux passeurs. Dites-nous ce que vous pensez de l'immigration par la mer, à prendre des chaloupes pour essayer de traverser l'Atlantique, ou alors l'exode rural, à quoi ce que vous pensez? Laissez-nous vos commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et puis on se retrouve pour une séquence prochaine. Merci.